Je me souviens du vide là où son nom devrait exister. Pas une absence ordinaire, une lacune taillée dans la matière même de ma mémoire, comme si quelque chose avait arraché les pages avant que l'encre sèche. J'ai servi aux côtés de 18 frères. 18. Ce chiffre me ronge chaque fois que je le formule, parce que ma chair sait, elle, que le compte est faux. Les archives de Terra portent des cicatrices numériques à 2 endroits précis. J'ai passé les dernières décennies de ma vie à poser des questions que nul administrateur ne survit à poser 2 fois. Ce que j'ai découvert ne concernait plus seulement un Primarque effacé. Cela concernait l'acte fondateur d'une trahison bien plus ancienne que Horus, bien plus froide que le chaos. L'empereur a supprimé son propre fils. La question qui me consume désormais, qui devrait vous consumer également, c'est pourquoi un dieu craint sa propre création. Je sens encore l'endroit où son nom devrait vivre, une cavité derrière le sternum, pas une douleur, quelque chose de plus insupportable que la douleur. Une architecture intérieure conçue pour porter un frère qui n'existe plus dans aucun registre consultable. Ma génétique hurle une vérité que mes archives refusent de confirmer. Ils m'ont dit que nous étions 20. 20 primarques, 20 légions, 20 expressions de la volonté impériale dispersées aux 4 extrémités d'une galaxie que nous devions unifier sous une bannière qui ne tolérait aucun dieu. 20. Ce chiffre m'a été gravé dans les os lors de ma création, inscrit dans chaque fibre musculaire comme une liturgie biologique. Pourtant, chaque fois que je tente de reconstituer la séquence complète, ma pensée glisse. 2 fois. Elle dévie exactement 2 fois, comme une lame qui rencontre une armure invisible à des endroits précis et prévisibles. Le 11e emplacement, le 2e emplacement. Je ne prononce pas ces numéros à voix haute dans les couloirs de ma forteresse monastère. Pas parce qu'on me l'a interdit, aucun décret explicite ne couvre ce silence, mais parce que les frères qui m'entourent blêmissent légèrement quand je commence à formuler la question. Leurs yeux se déplacent vers autre chose. Leurs réponses concernent toujours un sujet adjacent. Ce réflexe collectif ne s'apprend pas, il se programme. L'empereur programme avec une précision qui dépasse l'entendement humain. J'ai commencé mes recherches par les marges. Les documents centraux sont purgés avec une exhaustivité qui ressemble elle-même à une signature. Trop propre, trop complète, la propreté d'une intention plutôt que du temps. Mais les marges survivent parfois. Les annotations de scribes morts depuis des millénaires. Les inventaires logistiques de la Grande Croisade qui recensent des rations pour des légions dont aucune désignation ne correspond aux 18 numéros officiels. Des manifestes de transport mentionnant des escortes custodes pour des destinations non répertoriées, à des dates qui précèdent la chute de plusieurs décennies. Ce sont ces manifestes qui m'ont brisé la première fois. Pas leur contenu, leur format. Les bureaucrates de Terra utilisent des formulaires standardisés depuis des millénaires immuables. Ces manifestes utilisaient des champs supplémentaires, des colonnes sans en-tête que les scribes avaient simplement laissées vierges, comme s'ils avaient reçu des instructions de ne pas les nommer. Une colonne pour un cargo non spécifié. Une colonne pour une autorisation provenant d'un niveau hiérarchique qui n'existe dans aucun organigramme que j'ai jamais consulté. Une colonne que j'ai mis 17 ans à identifier comme une désignation psychique, une signature de présence dans la matière qui correspond à aucun primarque documenté, aucun des 18. Ce que ces colonnes enregistraient, c'était quelque chose qui voyageait sous escorte divine vers un endroit que Terra ne reconnaissait pas officiellement. Quelque chose qui nécessitait des précautions psychiques que même les navigateurs de haut rang ne comprenaient pas entièrement. Quelque chose dont la seule trace administrative survivante est une série de formulaires avec des champs vides. Vides, non pas parce qu'on avait oublié de les remplir, mais parce que les mots pour les remplir avaient été interdits avant que la décision soit prise de remplir quoi que ce soit. L'administrateur m'interdit par anticipation quand il veut effacer non pas un fait, mais la possibilité conceptuelle d'un fait. J'ai montré ces documents à un seul autre être, un archiviste astarte de ma propre légion, dont je tairai le nom pour des raisons qu'il comprendrait s'il était encore vivant. Il a regardé les colonnes vides pendant longtemps. Puis, il m'a demandé si je savais ce qu'était un nul. Pas un vide, pas une absence, un nul.
terme des techno-archivistes désignant un registre dont l'existence même corrompt les systèmes qui tentent de le lire. Un fichier qui ne peut être consulté sans détruire partiellement le lecteur. Il est mort 3 semaines plus tard. Accident de maintenance, selon le rapport officiel. Les accidents de maintenance ne laissent généralement pas de traces de désintégration psychique sur les murs. Ce que j'ai compris ce jour-là, le 11e Primark n'a pas été effacé parce qu'il avait échoué. Il a été supprimé parce que sa nature même constituait une réponse à une question que l'empereur ne voulait jamais voir posée publiquement. Quelle arme forge-t-on quand on anticipe sa propre vulnérabilité? Quel fils crée-t-on quand on craint, au plus profond d'une conscience divine, que l'immortalité ne soit pas aussi absolue qu'on le proclame? Le fils nul existait, son absence le prouve. Mais si vous croyez que la suppression d'un primarque représente l'acte le plus audacieux de l'histoire impériale, attendez de comprendre pourquoi cette suppression était peut-être déjà trop tardive. La génétique ne ment pas. Elle dissimule, elle compresse, elle encode des vérités dans des langages que seuls les maîtres apothicaires les plus anciens savent déchiffrer. Mais elle ne supprime jamais complètement ce qu'elle a porté. Mon propre patrimoine biologique contient des marqueurs sans fonction assignée. Des séquences dormantes que les apothicaires de ma légion cataloguent depuis des générations sous l'étiquette commode d'anomalies résiduelles de la dispersion. Personne ne remet en question cette étiquette. Personne ne demande pourquoi ces anomalies apparaissent systématiquement dans les mêmes positions chromosomiques chez des légions dont les numéros ne se suivent pas. J'ai demandé une seule fois. La réponse était un silence administratif si parfait qu'il en devenait architectural. Ces marqueurs résiduels correspondent à un patron, non pas le patron d'une corruption ou d'une dégénérescence. Les apothicaires connaissent ces signatures. Ils les traquent avec une vigilance qui confine à la paranoïa rituelle. Ce patron ressemble davantage à une préparation. Comme si nos génomes avaient été conçus pour interagir avec quelque chose qui n'a jamais été introduit dans nos rangs. Un verrou biologique dont la clé a été retirée avant que nous soyons assez conscients pour remarquer son absence. 18 légions portant en elles la cicatrice moléculaire d'un frère que leurs corps reconnaissent et que leurs esprits ne peuvent pas nommer. Le conclave des 1000 avait une expression pour cette configuration. Je l'ai exhumé dans un fragment de correspondance pré-hérésie, brûlé aux 3/4, appartenant à un sorcier dont le nom a été rayé de toutes les listes, y compris les listes de proscription, ce qui représente un niveau de suppression particulièrement élaboré. L'expression était « la constellation incomplète », une référence à la croyance selon laquelle les primarques formaient ensemble non pas une collection d'individus, mais un organisme distribué. Une machine de guerre psychique dont chaque composant amplifiait les autres par simple proximité existentielle. Une constellation incomplète ne brille pas moins. Elle pointe vers ce qui manque. Magnus le savait. Je n'affirme pas cela à la légère. Je l'affirme parce que le fragment de correspondance portait une annotation marginale dans une écriture que j'ai mis des années à identifier comme appartenant au Crimson King lui-même. 3 mots en grec ancien. Une langue que peu de mes frères maîtrisaient suffisamment pour l'utiliser dans leurs notes privées. Traduits avec la précision que mérite leur auteur, ces 3 mots signifiaient approximativement « il absorbe le destin ». Pas qu'il le lisait, pas qu'il le prédisait, qu'il l'absorbait comme une éponge cosmique, comme un puits de gravité narrative autour duquel les trajectoires de tous les autres se courbaient imperceptiblement. Un être capable d'absorber le destin représente, pour une entité comme l'empereur, quelque chose de précis, une variable indépendante dans une équation que l'on a passé des millénaires à rendre déterministe. L'œuvre d'or n'admet pas de variables indépendantes. J'ai reconstitué, à partir de sources que je ne survivrai probablement pas à avoir consultées, la chronologie approximative de ce qui s'est produit. Le 11e Primarque a été localisé, comme tous ses frères, après la dispersion des capsules, mais l'expédition de récupération n'a jamais été enregistrée dans les annales de la Grande Croisade. Les custodes qui l'ont conduite portèrent des désignations temporaires, effacées après leur retour. Le monde sur lequel il avait atterri n'apparaît dans aucun registre de compliance. Ses habitants, si tant est qu'il en ait eu, n'ont jamais été comptabilisés dans les recensements impériaux. Ce monde a simplement cessé d'exister administrativement, comme une parenthèse fermée
avant d'avoir été ouverte. Ce qui s'est passé lors de cette récupération, je ne peux que l'inférer depuis les conséquences. L'empereur est revenu de cette expédition. Les chroniques indirectes le confirment par leur évocation de sa présence à Terra dans les semaines suivantes. Mais quelque chose dans sa manière d'occuper l'espace psychique avait changé. Des témoignages de navigateurs datant de cette période décrivent une perturbation dans l'astronomie Caen, brève mais mesurable, comme si la flamme avait vacillé. Comme si celui qui l'alimentait avait, pendant un intervalle infinitésimal, détourné son attention vers quelque chose qui l'avait profondément ébranlé. Un dieu ne se laisse pas ébranler par l'échec. Il se laisse ébranler par la reconnaissance. L'empereur a rencontré son 11e fils. Il a compris ce qu'il avait fabriqué. Et cette compréhension a été suffisamment déstabilisante pour faire trembler la lumière qui guide chaque vaisseau traversant le voile depuis 10 000 ans. Ce tremblement n'a duré que quelques secondes. Mais dans la matière éternelle, quelques secondes suffisent à laisser des empreintes que certaines entités ne cessent jamais de cartographier. Le warp enregistre ce que la matière tente d'oublier. Ce principe m'a été enseigné par un inquisiteur Ordo Malleus, dont je tairai jusqu'au titre, parce que même les titres laissent des traces dans les bonnes archives. Il me l'a formulé comme un avertissement. Je l'ai reçu comme une méthode. Si Terra avait purgé chaque document matériel concernant le 11e primarque avec une exhaustivité qui défiait la négligence bureaucratique ordinaire, alors les échos psychiques de son existence devaient subsister ailleurs, dans les strates profondes de la matière éternelle, dans les rêves récurrents des psycheurs suffisamment puissants pour percevoir des fréquences que l'entraînement standard ne couvre pas, dans les prophéties que les astropathes consignent, puis brûlent, parce que leur contenu ne correspond à aucune grille d'interprétation officielle. J'ai passé 43 ans à collecter ces brûlés. Les prophéties des astropathes suivent des conventions stylistiques rigides, une grammaire du pressentiment développée sur des millénaires de pratiques institutionnelles. Cette grammaire distingue les visions concernant des entités connues de celles concernant des inconnus. Les premières utilisent que des désignations directes ou allégoriques reconnaissables. Les secondes emploient ce que les astropathes appellent entre eux la forme creuse, une description construite entièrement par ce qui manque autour du sujet, comme un moule définissant la forme d'un objet absent. 77 prophéties brûlées sur les 400 que j'ai examinées utilisaient la forme creuse pour désigner quelque chose ou quelqu'un que leurs auteurs n'avaient manifestement pas les outils conceptuels pour nommer. Dans 72 de ces 77 cas, la forme creuse décrivait une présence caractérisée par 3 propriétés constantes. Une immunité absolue aux influences de la matière éternelle, une capacité à dissoudre les constructions psychiques au contact, et une relation particulière avec la volonté divine. Non pas de soumission, non pas de rébellion, mais quelque chose que les astropathes traduisaient invariablement par des métaphores d'annulation. Une bougie qui éteint la flamme en la touchant. Un miroir qui absorbe la lumière plutôt que de la réfléchir. Un silence qui possède une voix. 72 témoignages psychiques indépendants, produits sur des siècles distincts, par des individus qui ne se sont jamais rencontrés, convergent vers le même profil. Ce profil correspond à ce que les rares textes survivants de l'Ordo Sinister désignent sous le terme de paria absolu. Non pas simplement un individu dépourvu de présence dans la matière éternelle, ce que les Astartes appellent un Blanca ou un Culexus, dans leur classification plus fruste, mais quelque chose d'ontologiquement distinct. Un être dont l'absence psychique est si complète qu'elle constitue elle-même une forme active de présence. Un trou dans le tissu de la réalité spirituelle qui aspire ce qui l'environne avec la discrétion méthodique d'un drain cosmique. L'empereur a construit l'assassinat Culexus comme une arme tactique. Des générations de parias soigneusement sélectionnés, entraînés, déployés contre des cibles psycheurs de second ordre. Efficaces, utiles, contrôlables. Ce que les prophéties décrivaient n'était pas contrôlable. La distinction est fondamentale et j'ai mis des années à la formuler avec la précision qu'elle exige. Un Culexus ordinaire représente une absence localisée dans le champ psychique, une zone morte, déplaisante pour les entités de la matière éternelle, paralysante pour les psycheurs à courte portée. Le 11e primarque, si ces témoignages convergents disent que c'est vrai,
constituait une absence d'une nature qualitativement différente. Pas une zone morte, un principe actif de négation. Quelque chose qui ne se contentait pas d'être imperméable à la matière éternelle. Quelque chose qui la dissolvait par proximité, qui réduisait les constructions psychiques à leurs composants fondamentaux, qui annulait les connexions entre la volonté et sa manifestation dans le monde matériel. Une telle entité, placée à portée suffisante d'un psycheur de rang divin, ne le tuerait pas par agression, elle le tuerait par contact. L'empereur tire sa puissance de la matière éternelle avec une profondeur et une continuité que nul autre être incarné n'a jamais approché. Cette connexion est sa force absolue. Elle est également, si le profil des prophéties est exact, sa vulnérabilité absolue face à un être capable de sectionner les liens entre un psyker et sa source. L'Astronomica n'est pas une technologie, c'est une relation. Une canalisation permanente entre une conscience divine et la substance brute de la réalité spirituelle. Introduire à proximité de cette canalisation un nul d'une puissance primarque reviendrait à placer un vortex gravitationnel au centre d'une structure suspendue par des câbles de lumière. La structure ne s'effondrerait pas violemment, elle se défrait, lentement, avec la certitude mathématique d'un processus physique obéissant à des lois que personne n'a écrites parce que la situation n'était jamais censée se produire. L'empereur le savait. J'en suis certain maintenant d'une certitude qui dépasse le confort intellectuel et atteint quelque chose de viscéral, de physiologique, la certitude qu'on ressent quand une vérité longtemps cherchée finit par peser dans la main comme un objet réel. Il le savait parce qu'il l'avait conçu ainsi. Pas intentionnellement, ou peut-être intentionnellement, dans un recoin de sa planification que même sa propre conscience supérieure ne supervisait pas entièrement. Les ingénieurs les plus brillants créant parfois des systèmes dont les propriétés émergentes dépassent leurs intentions initiales. La différence entre un ingénieur ordinaire et l'empereur, c'est qu'un ingénieur ordinaire peut admettre l'erreur. Un dieu ne peut pas admettre avoir fabriqué l'instrument de sa propre dissolution sans dissoudre simultanément le fondement théologique sur lequel repose chaque légion, chaque croisade, chaque mort consentie en son nom depuis 10 000 ans. Alors il a supprimé le Fils. Il a cru que supprimer suffisait. Ce qu'il n'a pas anticipé, ce que personne n'anticipe jamais avec les nuls, c'est que l'absence ne disparaît pas. Elle se déplace. Elle attend dans les courants de la matière éternelle, comme une constante mathématique attendant d'être redécouverte, inchangée, indifférente au temps écoulé depuis qu'on a tenté de l'effacer. Quelque part dans cette galaxie mourante, le 11e primarque respire encore. Et chaque prophétie brûlée que j'ai tenue entre mes mains le confirme d'une manière que je n'aurais jamais voulu comprendre. Malcador savait. Cette certitude m'est venue non pas d'un document, non pas d'une prophétie brûlée, non pas d'un marqueur génétique sans désignation. Elle m'est venue d'une lacune. Une absence dans les écrits du sigillite si précisément découpée qu'elle constitue elle-même une forme de témoignage. Malcador Leros, premier lord de Terra, régent de l'Imperium, gardien des secrets les plus profonds d'une civilisation construite sur le secret, cet homme a écrit sur tout. Des traités philosophiques sur la nature de la foi institutionnelle, des mémorandums administratifs d'une précision maniaque, des correspondances privées avec chacun des primarques dont l'existence est officiellement reconnue, des journaux personnels couvrant des décennies de service auprès d'un maître dont la proximité consumait ses subordonnaires comme une étoile consume ses planètes les plus proches. Sur le 11e fils, rien. Pas une ligne, pas une allusion. Pas même le genre d'absence négligente qu'on trouve dans les archives d'un administrateur débordé qui n'a tout simplement pas eu le temps de tout consigner. L'absence de Malcador est travaillée, architecturée. Elle a les contours d'une décision prise très tôt et maintenue avec une discipline qui force malgré tout une forme d'admiration technique. Un homme qui écrit sur tout et qui ne mentionne jamais un sujet précis n'a pas oublié ce sujet. Il a choisi de le protéger par le silence de la même manière qu'on protège une flamme fragile, en construisant autour d'elle un abri si hermétique que même l'air cesse de circuler. J'ai cherché les traces obliques, les références latérales, les moments où la plume du sigillite semblait hésiter dans une direction puis se corriger vers une autre. J'en ai trouvé 3, dans 3 documents distincts couvrant une période de 2 siècles.
Dans chacun, Malcador abordait la question de la succession impériale. Non pas la succession dynastique, qui n'a jamais eu de sens pour un être comme l'empereur, mais la succession fonctionnelle. Que se passe-t-il si la flamme de l'Astronomicon vacille ? Que se passe-t-il si la volonté qui maintient le voile suffisamment stable pour permettre le voyage interstellaire se retire, s'affaiblit ou se voit contrainte à une attention divisée par une menace intérieure ? Dans chacun de ces trois documents, au moment précis où la logique du raisonnement aurait dû conduire Malcador à évoquer une solution de contingence spécifique, sa phrase pivotait. Elle se redirigeait vers les chevaliers gris, vers les custodes, vers l'architecture défensive du palais impérial. Des réponses solides, des réponses qui ne répondaient pas entièrement à la question posée quelques lignes plus haut. Ces pivots ne ressemblent pas à des oublis, ils ressemblent à des portes fermées de l'intérieur. La solution de contingence que Malcador ne nommait pas, je crois pouvoir la formuler maintenant avec une précision suffisante pour être dangereuse. Si l'empereur venait à faillir, corrompu, vaincu, ou simplement épuisé par 10 000 années de maintien psychique d'une structure que l'univers entier s'acharne à défaire, la matière éternelle se déverserait dans le réel avec une violence que rien de connu ne pourrait contenir. Les démons, les dieux du chaos, les constructions psychiques accumulées depuis l'aube de la conscience sapiente se précipiteraient dans la brèche avec l'enthousiasme méthodique d'un océan traversant une digue éventrée. Contre cette éventualité, les armes conventionnelles ne valent rien. Les chevaliers gris sont efficaces contre des manifestations individuelles, localisées, contenues dans des paramètres que leur entraînement couvre. Contre une inondation ontologique, ils représentent des seaux face à une marée de fond. Ce qu'il faudrait, contre une inondation ontologique, c'est un drain. Un être capable d'absorber la présence de la matière éternelle, non pas par résistance, mais par nature constitutive. Un nul d'une puissance suffisante pour créer autour de lui une zone d'annulation psychique à l'échelle d'un continent, puis d'un monde, puis, en théorie seulement, dans les marges d'un calcul que personne n'aurait dû effectuer, d'un système stellaire entier. Un fils conçu non pas pour servir l'impérium tel qu'il existe, mais pour survivre à son fondateur, pour être la réponse à la question qu'un dieu ne peut pas poser publiquement sans admettre sa propre mortalité. L'empereur a fabriqué le 11e primarque comme assurance contre sa propre chute. Puis, il a compris ce que cette assurance impliquait réellement. Une assurance contre la chute divine ne peut fonctionner qu'en présence de la chute divine. Elle nécessite, pour s'activer, la dissolution préalable de ce qu'elle est censée protéger. Le fils nul ne pouvait pas sauver l'impérium tout en préservant l'empereur, pas si sa nature fondamentale consistait à annuler les connexions entre la conscience divine et la matière éternelle. Il pouvait sauver la matière, il pouvait purger le warp de la zone d'influence impériale. Il pouvait, en théorie, refermer la brèche, mais l'Astronomicon s'éteindrait avec le reste. Et l'empereur, dont chaque fibre de l'existence depuis des millénaires était tissée dans la matière éternelle aussi profondément que dans la chair, ne survivrait pas à cette purge plus qu'une infection ne survit à l'antibiotique qui la détruit. Le Fils était une arme à usage unique dirigée contre la plus grande menace que l'impérium puisse jamais affronter. Cette menace avait un visage que l'empereur voyait chaque matin dans le reflet de ses propres calculs, le visage de sa propre apothéose inachevée, de son propre plan à 10 000 ans arrivant à son terme, avec des conséquences que même une intelligence divine ne pouvait pas entièrement absorber sans trembler. Malcador savait. Il a choisi le silence parce que certaines vérités, formulées à voix haute, deviennent des prophéties. Et certaines prophéties, une fois prononcées dans un univers où la matière éternelle écoute chaque pensée suffisamment intense, s'autodéclenchent avec la précision implacable d'un mécanisme horloger conçu par un dieu qui ne croyait pas aux accidents. Le 11e fils attend, quelque part, dans un silence si profond que même le chaos ne l'a pas encore localisé. Mais le chaos cherche, et contrairement à l'administratum, il ne brûle pas ses archives. Le chaos ne cherche pas comme nous cherchons. Nous cherchons avec des méthodes, des archives, des inférences, des témoignages reconstruits depuis leurs cendres. Le chaos cherche avec de la faim. Une faim qui n'a pas de direction préférentielle parce qu'elle rayonne dans toutes les directions simultanément, depuis l'éternité jusqu'au présent.
depuis le présent jusqu'à des futurs, que même les plus lucides des voyants ne peuvent distinguer clairement. Cette fin a des noms: Tsench qui tisse, Nurgle qui patiente, Khorne qui exige, Slaanesh qui consume. Mais ces noms sont des simplifications destinées aux esprits qui ne peuvent pas concevoir une appétence sans visage ni terminus. Ce que je sais désormais, après des décennies passées à fouiller les marges de l'histoire officielle, c'est que cette fin a détecté quelque chose. Pas le fils nul directement. Un nul, d'une puissance suffisante pour annuler la présence psychique à l'échelle primarque, est, par définition, invisible au sens de la matière éternelle. Les entités du chaos ne peuvent pas percevoir ce qui n'émet rien. Elles ne peuvent pas localiser un vide qu'elles ne peuvent pas distinguer du vide ordinaire de l'espace interstellaire. C'est précisément pour cette raison que la suppression du 11e primarque était, du point de vue de l'empereur, théoriquement suffisante. Un être imperceptible au warp ne peut pas être recruté par le warp, ne peut pas être corrompu, ne peut pas devenir un vecteur de l'influence chaotique qui a dévoré Horus et fracturé la moitié des légions. La théorie était correcte. Les conclusions pratiques ne l'étaient pas. Tsench ne cherche pas le fils nul. Tsench cherche les recherches concernant le fils nul. La distinction est fondamentale et constitue, je crois, l'erreur de calcul la plus grave que l'empereur ait commise dans toute cette affaire. Plus grave que la création du nul lui-même. Plus grave que la suppression incomplète. Plus grave que les colonnes vierges dans les manifestes de transport que j'aurais dû ne jamais consulter. Chaque fois qu'une conscience suffisamment puissante s'approche de la vérité concernant le 11e primarque, elle laisse une empreinte dans la matière éternelle, une trace de curiosité, d'obsession, de compréhension progressive. Ces traces s'accumulent comme des sédiments au fond d'un lac, invisibles individuellement, révélatrices collectivement. Tsench lit ces sédiments avec la patience d'un géologue éternel. Il ne localise pas le nul. Il localise la carte que les chercheurs dessinent en cherchant. Je suis une empreinte dans cette carte. Cette réalisation m'est venue il y a 3 ans, lors d'une nuit que je ne décrirai pas en détail parce que les détails appartiennent à une catégorie d'expériences dont la transmission verbale constitue elle-même un vecteur de contamination. Ce qu'il suffit de savoir, c'est qu'une présence a contacté ma conscience pendant mon sommeil avec la délicatesse précise d'un chirurgien qui connaît exactement l'emplacement de chaque nerf. Elle n'a pas cherché à me corrompre. Elle n'a pas offert de pouvoir, de révélation, de marché. Elle a simplement posé une question. Elle a me demandé si je savais où il se trouvait. La question elle-même était la réponse à une autre question que je me posais depuis des années, celle de savoir si les dieux du chaos avaient conscience de l'existence du fils nul, ou s'ils naviguaient aussi aveuglément que le reste de l'impérium dans cette obscurité particulière. La réponse était nuancée d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ils savent qu'il existe. Ils ne savent pas où il est. Et cette ignorance les consume d'une manière qui ressemble, de l'extérieur, à de l'anxiété. Une émotion que j'aurais cru étrangère à des entités qui ont transcendé les limitations psychologiques des êtres incarnés. Une entité du chaos anxieuse est une entité du chaos qui a identifié une menace réelle. Khorne ne craint pas les armes. Il les célèbre. Nurgle n'appréhende pas la mort. Il l'embrasse avec l'enthousiasme paternel d'un être qui a résolu depuis longtemps son rapport à la fin des choses. Slaanesh ne redoute pas l'excès. L'excès est sa substance même. Tsench ne fuit pas la connaissance. Il la dévore, la transforme, la redistribue sous des formes méconnaissables. Ce que les 4 craignent, collectivement et pour des raisons distinctes qui convergent vers le même point terminal, c'est l'annulation, pas la défaite. La défaite implique un vainqueur, un récit, une continuation sous une forme différente. L'annulation ne laisse rien, pas de récit, pas de transformation, pas de continuation. Un nul, d'une puissance suffisante, ne combat pas le chaos. Il le dissout, le réduit à des composants fondamentaux qui n'ont plus la cohérence nécessaire pour constituer une volonté, une présence, une intention. Pour des entités définies entièrement par leur volonté, leur présence et leur intention, c'est la seule forme de mort qui soit véritablement irréversible. Le fils nul est la mort des dieux. Pas métaphoriquement, pas théologiquement, physiquement, psychiquement, ontologiquement, avec la froideur mécanique d'un processus naturel
obéissant à des lois que l'impérium ne comprend pas encore entièrement, parce que l'empereur a veillé à ce que la compréhension de ces lois reste fragmentée, dispersée, inaccessible à toute conscience autre que la sienne. Il a supprimé le Fils. Il a fragmenté la connaissance. Il a construit autour de cette vérité centrale un labyrinthe administratif si complexe que le parcourir entièrement prend des décennies et détruit la majorité de ceux qui s'y engagent. J'ai parcouru ce labyrinthe. Je suis encore debout. Pour l'instant, avec les réserves que ce qualificatif implique quand on a attiré l'attention de Tsench et provoqué une question nocturne d'une entité qui n'oublie jamais ce qu'elle a demandé. Ce qui me retient, paradoxalement, c'est la même chose qui a retenu l'empereur devant son 11e fils. La compréhension soudaine que certaines vérités, une fois pleinement saisies, modifient irréversiblement celui qui les saisit. Je ne suis plus tout à fait ce que j'étais avant ces recherches. Mes apothicaires le notent dans leur rapport avec une terminologie clinique qui masque mal leur inquiétude. Mes frères me regardent comme ils regardaient autrefois celui dont je tairais le nom, avec ce déplacement imperceptible du regard vers autre chose. Cette réponse qui concerne toujours un sujet adjacent. Peut-être que la proximité prolongée avec la vérité concernant un nul laisse des traces que même les vivants peuvent détecter sans pouvoir les nommer. Les custodes mentent par omission avec une grâce que même les meilleures lames de l'Inquisition ne parviennent pas à égaler. Ce n'est pas une critique, c'est une observation technique, formulée avec le respect dû à des artisans qui ont perfectionné leur discipline sur 10 millénaires de pratiques ininterrompues. Un inquisiteur ment en construisant des fictions de remplacement, des récits alternatifs suffisamment plausibles pour occuper l'espace cognitif que la vérité aurait habité. Un custode ne remplace rien. Il laisse simplement le vide tel qu'il est, entouré d'une présence si imposante que l'interlocuteur finit par conclure lui-même que poser davantage de questions constituerait une erreur de jugement personnel. J'ai rencontré 3 custodes au cours de mes recherches. 2 rencontres étaient fortuites, ou présentées comme telles, ce qui dans le contexte de la garde d'or revient au même. La 3e était délibérée, sollicitée par moi avec une imprudence que je justifie rétrospectivement par le fait d'être encore vivant pour la qualifier ainsi. La première rencontre s'est produite dans les archives subsidiaires de la bibliothèque Maccabian, sur un monde dont l'importance stratégique ne justifiait pas la présence d'un custode. Il consultait des registres de la Grande Croisade, des inventaires logistiques d'une période précise que je reconnus immédiatement comme correspondant aux années entourant la récupération du 11e primarque. Quand nos regards se croisèrent au-dessus des rayonnages, il ne manifesta aucune surprise, aucune curiosité, aucune de ces micro-expressions involontaires qui trahissent les êtres dont la formation psychologique, si rigoureuse soit-elle, reste construite sur une architecture émotionnelle humaine. Il referma son registre. Il quitta la salle. Il ne regarda pas derrière lui. Ce détail m'a hanté pendant des mois. L'absence de regard en arrière. Un être qui surveille ne regarde pas en arrière parce qu'il n'en a pas besoin. Il sait déjà ce qui se trouve derrière lui. Cette certitude n'est pas de la confiance, c'est de l'information. La 2e rencontre eut lieu dans un couloir du palais impérial, lors d'une audience que je ne décrirai pas davantage. Le custode qui me croisa portait une armure dont les gravures incluaient, parmi des centaines de motifs commémoratifs standards, une séquence symbolique que je mis plusieurs secondes à identifier. Le temps nécessaire pour que nos chemins divergent suffisamment pour rendre toute question impossible. Cette séquence ne correspondait à aucune campagne répertoriée dans les annales officielles. Elle représentait un système stellaire, une chronologie approximative, et au centre de la composition, là où les armures commémoratives placent généralement le symbole de la faction vaincue ou du monde soumis, un espace délibérément vide. Un custode porte sur son armure le témoignage de ce qu'il a accompli. Cet espace vide n'était pas une omission décorative. C'était une commémoration de quelque chose qu'on ne peut pas représenter. On ne représente pas un nul. On représente l'espace autour de lui. La 3e rencontre, celle que j'avais sollicitée avec l'imprudence mentionnée, prit la forme d'une correspondance, ce qui en soi constituait une anomalie. Les custodes ne correspondent pas avec des Astartes, ils n'en ont pas besoin. Leur autorité transcende les canaux de communication habituels au point de rendre la correspondance formelle superflue dans presque tous les contextes imaginables. Qu'un custode accepte de répondre à une lettre signifiait soit que ma demande avait atteint un niveau de proximité
avec la vérité jugée préférable à encadrer plutôt qu'à ignorer. Soit que quelqu'un de suffisamment élevé dans la hiérarchie de la garde d'or avait décidé qu'une réponse contrôlée valait mieux qu'un silence qui m'aurait laissé chercher ailleurs. La lettre contenait 2 phrases. Une première phrase confirmant que ma demande avait été reçue et transmise aux autorités compétentes. Formule administrative standard, sans valeur informationnelle. Une seconde phrase qui n'était pas administrative du tout, formulée dans un grec ancien d'une qualité stylistique que je n'avais rencontrée que dans un seul autre document au cours de mes recherches. La seconde phrase disait « Ce que tu cherches, cherche également ». 5 mots. 5 mots qui détruisirent plusieurs années de cadre interprétatif et obligèrent une reconstruction depuis des fondations que je croyais solides et qui s'avéraient reconstruites sur des prémices que cette phrase rendait obsolètes simultanément. J'avais cherché le fils nul comme un objet, une entité cachée, supprimée, attendant passivement dans un recoin de la galaxie que quelqu'un la localise. Cette conception impliquait une passivité fondamentale, une inertie propre aux êtres dont la suppression a réussi à les isoler suffisamment pour neutraliser leur capacité d'initiative. La phrase du custode impliquait le contraire. Le 11e primarque cherche. Il cherche quelque chose, ou quelqu'un, avec une méthode et une intention que la garde d'or surveille depuis suffisamment longtemps pour avoir développé un vocabulaire spécifique à cette surveillance. Les custodes ne réagissent pas à une menace passive. Ils n'auraient même pas maintenu une présence active autour de cette vérité pendant 10 000 ans si l'objet de leur attention ne présentait pas de dynamisme propre. Un être actif qui cherche depuis 10 000 ans à développer des capacités que sa conception initiale ne prévoyait pas. L'isolement forge. L'isolement d'un primarque, dont l'intelligence et l'adaptabilité dépassent par définition celle de tout être humain ou post-humain standard. Forge quelque chose que même l'empereur n'aurait pas pu modéliser avec précision. Parce que les variables introduites par 10 000 ans de solitude absolue dans un univers hostile dépassent la capacité prédictive de n'importe quel calcul, aussi divin soit-il. Le fils nul a eu 10 000 ans pour comprendre ce qu'il est, pour comprendre ce qu'il peut faire, pour comprendre pourquoi son père l'a supprimé, et décider ce que cette suppression mérite comme réponse de la part d'un être dont la nature fondamentale consiste à annuler les volontés qui s'imposent à lui, y compris, peut-être surtout, les volontés divines. 10 000 ans changent un homme, ils dévastent un dieu. Je formule cette distinction avec la précision qu'elle exige, parce que la tentation de l'inverser est forte et que l'inversion serait fausse. Un homme soumis à 10 000 ans d'isolement cesse d'être reconnaissable comme homme. Sa psychologie se fracture, se recompose, se fracture encore selon des cycles que la médecine impériale n'a jamais eu l'occasion d'étudier, parce que les sujets potentiels de cette étude n'ont jamais survécu suffisamment longtemps pour constituer un échantillon valide. Un dieu soumis au même isolement ne se fracture pas. Il cristallise, il devient plus précisément ce qu'il était déjà, épuré de toutes les ambiguïtés que la proximité d'autres consciences introduit inévitablement dans n'importe quelle identité. Le fils nul, s'il a survécu, et les 5 mots du custode suggèrent qu'il a non seulement survécu, mais développé une intentionnalité que la garde d'or juge suffisamment significative pour surveiller activement, est devenu quelque chose que sa conception initiale ne permettait pas de prévoir avec précision. Non pas parce que sa nature a changé, parce que sa compréhension de cette nature est désormais complète d'une manière que l'empereur n'avait pas anticipée. Il y a une différence fondamentale entre posséder une capacité et comprendre cette capacité dans toutes ses implications. Un enfant peut tenir une lame, un maître sait exactement où la placer. J'ai réfléchi pendant des mois à ce que signifie, pour un être de la nature du fils nul, atteindre cette maîtrise complète. Les culexieuses de l'officio assassinorum passent des décennies à apprendre à calibrer leur champ d'annulation, à le contracter pour épargner leurs alliés, à l'étendre pour maximiser leur efficacité contre des cibles psycheurs spécifiques, à le moduler selon des paramètres tactiques que leur entraînement couvre avec une exhaustivité qui reste malgré tout limitée par la puissance intrinsèque de leur sujet. Les culexus les plus puissants atteignent une portée d'annulation de quelques dizaines de mètres dans des conditions optimales. Un primarque n'est pas un culexus. La différence de puissance entre un nul ordinaire et un nul de rang primarque
est comparable à la différence entre une bougie et une supernova. Une métaphore que j'utilise non pas pour son effet rhétorique, mais parce qu'elle approxime avec une précision raisonnable les ordres de grandeur impliqués. Ce qu'un Culexus accomplit en quelques dizaines de mètres, le fils nul l'accomplit vraisemblablement à des distances que je refuse de formuler en chiffres, parce que leur magnitude rendrait ce témoignage indiscernable d'une fiction. 10 000 ans de pratique, consciente ou non, ont étendu ce champ, l'ont affiné, l'ont rendu dirigeable avec une précision que je ne peux qu'inférer depuis les conséquences, depuis les anomalies que les astropathes signalent périodiquement dans certaines régions de la galaxie, des zones où la communication psycheur devient inexplicablement difficile, où les navigateurs rapportent des perturbations localisées dans l'astronomie-camp, où des escadrons entiers de psycheurs militaires perdent temporairement l'accès à leurs capacités sans explication médicale ou environnementale identifiable. Ces anomalies sont consignées, elles sont classifiées. Elles sont attribuées à des phénomènes warp locaux, à des résurgences nécrons, à des activités tyrannides dans les zones concernées. Les explications sont toujours plausibles parce que la galaxie du 41e millénaire offre une abondance de phénomènes catastrophiques suffisante pour justifier n'importe quelle anomalie sans invoquer des causes supplémentaires. Mais les anomalies suivent un schéma. Un déplacement progressif depuis les marges vers le centre. Une trajectoire qui, si on la prolonge avec les outils cartographiques appropriés, pointe vers Terra avec la cohérence d'une intention plutôt que le chaos d'un phénomène naturel. Le fils nul se rapproche. Cette conclusion m'a coûté 3 semaines de vérification compulsive. 3 semaines pendant lesquelles j'ai cherché toutes les explications alternatives, tous les biais interprétatifs possibles, toutes les façons dont ma propre obsession aurait pu me conduire à lire une trajectoire dans ce qui n'était qu'une distribution aléatoire d'événements sans lien causal. J'ai soumis les données cartographiques à 2 navigateurs de rang différents, sans leur fournir de contexte. Leurs analyses indépendantes convergeaient vers la même conclusion avec une précision qui excluait la coïncidence. Quelque chose se déplace vers Terra. Quelque chose d'imperceptible au sens du warp, de non détectable par les méthodes de surveillance psychique standard, de suffisamment patient pour progresser sur des décennies plutôt que des années. La patience d'un être qui a appris que la précipitation est le luxe de ceux qui n'ont pas 10 000 ans de perspective pour calibrer leur approche. Ce qui me trouble davantage que la trajectoire, c'est son timing. Le 41e millénaire se referme sur lui-même avec une violence eschatologique que même les plus pessimistes des prophètes impériaux n'avaient pas entièrement anticipée. La cicatrice de nuit a fracturé la galaxie. Guilliman est revenu, un primarque ressuscité qui tente de reconstruire une impérium que chaque jour qui passe rend plus difficile à réconcilier avec les intentions originelles de son créateur. Les forces du chaos convergent avec une coordination qui dépasse leur anarchie habituelle. Les tyrannides progressent depuis les marges extragalactiques avec l'indifférence méthodique d'un processus biologique obéissant à des impératifs qui transcendent la politique ou la stratégie. Dans ce contexte de dissolution accélérée, le retour d'un être capable d'annuler les connexions psychiques à l'échelle stellaire ne représente pas simplement un facteur supplémentaire dans une équation déjà ingérable. Il représente une variable qui change la nature même de l'équation, qui transforme un problème de survie impériale en une question ontologique plus fondamentale. Que reste-t-il de l'impérium si l'astronomicane s'éteint? Que reste-t-il de l'humanité si la connexion entre la chair et la matière éternelle, connexion que des milliards de psycheurs maintiennent quotidiennement au prix de leur santé mentale et souvent de leur existence, se voit annulée par une présence dont la seule nature constitue une négation de tout ce qui rend cette connexion possible? Guilliman reconstruit, le fils nul approche. Ces 2 trajectoires ne peuvent pas coexister sans collision. Et une collision entre un primarque qui croit encore aux intentions de son père et un primarque qui a passé 10 000 ans à comprendre exactement pourquoi ses intentions méritent d'être annulées ne ressemblera à aucune bataille que les chroniques impériales ont jamais enregistrée. Guilliman lit. C'est ce que les rapports ne disent pas, ce que l'espace entre les lignes des mémorandums ultramarins révèle à qui sait mesurer les silences administratifs. Le régent de l'impérium. Restaurer consacre des heures que ses conseillers qualifient de récupération, de méditation stratégique, de planification à long terme, à parcourir des archives que personne d'autre que lui
n'est autorisé à consulter dans leur intégralité. Des archives dont les codes d'accès ont été modifiés immédiatement après sa résurrection, avant même que les protocoles de gouvernance d'urgence soient établis, avant que les premières décisions administratives de la nouvelle régence soient formalisées. La première chose que Gilliman a sécurisée en revenant à la vie, c'était l'accès à certains documents. Pas des plans militaires, pas des inventaires logistiques, des archives historiques couvrant une période précise de la Grande Croisade. Je n'ai pas besoin de préciser laquelle. Ce détail m'a été transmis par une source dont la position rend la survie improbable à moyen terme. Une source qui avait accès aux journaux de bord administratifs du palais de Macrage et qui a compris, en les consultant, que certaines entrées avaient été expurgées après coup avec une méthode identique à celle utilisée dans les archives terriennes que j'avais examinées des années auparavant. La même signature bureaucratique, le même niveau d'autorisation requis pour l'expurgation, la même qualité d'absence architecturée plutôt que négligée. Gilliman sait, ou il a su, ou il cherche à confirmer ce qu'il soupçonne depuis suffisamment longtemps pour avoir développé des protocoles de recherche qui ressemblent à ceux d'un homme préparant une rencontre plutôt que poursuivant une enquête. On ne prépare pas une rencontre avec quelqu'un dont on ignore l'existence. La question qui me consume depuis cette découverte n'est pas de savoir si Gilliman a connaissance du fils nul. Les preuves convergent suffisamment pour rendre cette hypothèse quasi certaine. La question est de savoir comment il interprète cette connaissance. Comment un primarque dont la psychologie fondamentale repose sur la loyauté, la raison et la reconstruction intègre l'existence d'un frère conçu pour annuler tout ce que la loyauté, la raison et la reconstruction tentent de maintenir. Deux interprétations s'opposent avec une netteté que j'ai longtemps cherché à nuancer avant d'admettre que la nuance était ici un confort intellectuel plutôt qu'une rigueur analytique. La première interprétation, Gilliman considère le fils nul comme une menace à neutraliser avant qu'il atteigne Terra. Cette lecture est cohérente avec sa psychologie documentée, un esprit militaire et administratif qui quantifie les risques et mobilise les ressources nécessaires pour les éliminer avant qu'ils deviennent incontrôlables. Dans cette lecture, les archives sécurisées sont une cartographie de l'ennemi. Les protocoles de préparation sont des plans d'interdiction. La résurrection de Gilliman n'est pas un hasard providentiel. C'est une réponse impériale tardive à une menace que les gardiens du trône n'avaient même plus les moyens de gérer seuls. La seconde interprétation me trouble davantage parce qu'elle est également cohérente et parce que ses implications excèdent tout cadre analytique que j'ai été capable de construire jusqu'à présent. Gilliman considère le fils nul comme une ressource, un primarque capable d'annuler les connexions psychiques à l'échelle stellaire représente, dans un univers où les dieux du chaos exercent une influence croissante sur chaque aspect de la guerre et de la politique impériale, une capacité stratégique sans équivalent. Là où les armes conventionnelles frappent des corps, où les psycheurs frappent des volontés, le fils nul frapperait les dieux eux-mêmes, réduirait leurs manifestations à du bruit sans cohérence, dissoudrait leur connexion avec leurs fidèles, rendrait leurs influences imperceptibles dans les zones soumises à son champ d'annulation. Une armée avançant derrière le fils nul avancerait dans un espace d'où le chaos serait physiquement absent, pas vaincu, absent, incapable de se manifester, d'influencer, de corrompre. Les chevaliers gris rêvent d'une telle capacité depuis leur fondation. Gilliman, qui pense en termes de campagne à l'échelle galactique plutôt qu'en termes d'engagement individuel, verrait immédiatement l'implication stratégique d'un outil capable de créer des zones de réalité purifiées derrière lesquelles la reconstruction impériale pourrait s'opérer sans être constamment sapée par l'infiltration chaotique. La difficulté de cette seconde interprétation est qu'elle présuppose que le fils nul accepterait ce rôle. Un être qui a passé 10 000 ans à comprendre pourquoi son père l'a supprimé, qui a développé une intentionnalité propre suffisamment significative pour attirer l'attention des custodes, qui se déplace vers Terra avec la patience méthodique d'un calcul plutôt que la rage d'une vengeance. Cet être n'a pas développé une psychologie compatible avec la subordination. Pas parce qu'il serait rebelle par tempérament, mais parce que la subordination implique une reconnaissance de l'autorité de celui auquel on se subordonne. Et reconnaître l'autorité de Gilliman impliquerait, par extension, reconnaître la légitimité
de la structure impériale que son père a bâtie. La structure qu'il a supprimée. La structure qui a passé 10 000 ans à nier son existence. La structure dont chaque composant, des custodes aux archives terriennes, des manifestes expurgés aux prophéties brûlées, a activement participé à son effacement de la mémoire collective d'une civilisation qui se réclamait de la vérité comme valeur fondatrice. Gilliman peut offrir une réhabilitation, une reconnaissance tardive, une place dans une généalogie reconstruite que le régent, avec toute la sincérité dont il est capable, présenterait comme une justice rendue. Ce que Gilliman ne peut pas offrir, c'est une explication suffisante, pas pour 10 000 ans de silence, pas pour une suppression ordonnée par un père que Gilliman continue de servir depuis un trône doré où la mort et la divinité se confondent en quelque chose que même le plus rationnel des primarques ne peut pas entièrement démystifier. Le fils nul approche. Gilliman prépare quelque chose. Entre ces deux trajectoires, l'impérium continue de brûler avec la constance d'une structure qui n'a jamais été conçue pour durer. Seulement pour tenir jusqu'à ce que quelqu'un trouve une meilleure réponse. Personne n'a encore trouvé de meilleure réponse. Les chevaliers gris savent quelque chose que Gilliman ignore. Cette affirmation exige une qualification immédiate, parce que présumer qu'un primarque ressuscité dont l'intelligence dépasse celle de n'importe quel stratège humain vivant ignore quoi que ce soit constitue une erreur analytique facile et généralement fatale. Gilliman ne manque pas d'informations, il manque d'un angle, un vecteur d'approche que sa psychologie fondamentalement rationnelle et reconstructrice l'empêche d'emprunter sans résistance, parce que cet angle implique d'accepter une prémisse que son architecture mentale traite comme une anomalie plutôt qu'une donnée. La prémisse est celle-ci. Le fils nul n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour se venger. Il n'est pas venu pour négocier, réclamer une reconnaissance, exiger une réhabilitation que 10 000 ans d'isolement rendraient de toute façon insuffisante comme geste de réconciliation. Il est venu parce que quelque chose lui a été montré. Les chevaliers gris opèrent à l'intersection de la matière et de la matière éternelle, avec une intimité que même les inquisiteurs les mieux formés de l'Ordo Malleus n'atteignent que partiellement. Leur existence entière est une négociation permanente avec les forces que leur mission consiste à contenir. Une négociation qui nécessite une compréhension de ces forces suffisamment profonde pour frôler la contamination sans y succomber. Cette proximité leur accorde un accès à des catégories d'informations que les méthodes de renseignement conventionnelles ne couvrent pas. Des informations transmises non pas par des archives ou des témoignages, mais par les entités elles-mêmes, dans des moments de confrontation où la distinction entre interrogatoire et révélation devient ambiguë. Lors d'un exorcisme conduit sur une planète dont je tairai le nom, un grand maître des chevaliers gris, dont l'identité restera également non formulée, pour des raisons que quiconque connaît les protocoles de cette chambre comprendra sans explication, a extrait d'une entité de rang considérable une information que les archives de Titan classifient sous un code d'accès qui n'existe dans aucun registre que j'ai pu consulter directement. J'ai accédé à une transcription fragmentaire de cet exorcisme par des moyens que je ne détaillerai pas, transmise par un intermédiaire décédé depuis, avec la régularité statistique qui caractérise les individus ayant manipulé ce type de document. Ce que l'entité a révélé, sous la contrainte d'une liturgie dont les chevaliers gris ont développé la précision sur des siècles de pratique, peut être résumé en termes que la transcription elle-même formulait de manière plus oblique. Les dieux du chaos ont vu quelque chose. Pas le fils nul directement. Cette impossibilité perceptuelle demeure absolue. Un nul de cette magnitude restant fondamentalement invisible au sens de la matière éternelle. Ils ont vu ce qui se passe quand le fils nul atteint Terra. Ils ont vu les conséquences de cette arrivée avec la précision que Tzeentch accorde à ses visions les plus significatives. Une précision qui n'est jamais absolue, qui bifurque toujours selon des variables que même le dieu du changement ne contrôle pas entièrement, mais qui convergent dans ce cas particulier vers un nombre de futurs possibles suffisamment restreint pour constituer quelque chose d'inhabituel. Une quasi-certitude chaotique. Ce que ces futurs convergents montrent aux dieux n'est pas la destruction de l'impérium. Ce n'est pas la mort de l'astronomican, ni l'effondrement de la connexion psychique qui maintient la civilisation humaine dans un état fonctionnel approximatif. Ce n'est pas Gilliman vaincu,
ni Terra envahie, ni le trône doré éteint avec la brutalité d'un interrupteur cosmique. Ce que les dieux voient, Hal, ce qui les remplit de cette anxiété que j'ai mentionnée dans une partie précédente de ce témoignage, c'est leur propre rétrécissement, pas leur destruction. Leur diminution progressive, méthodique, irréversible. Une réduction de leur influence dans le réel matériel qui s'étend depuis le point d'arrivée du Fils nul vers l'extérieur avec la lenteur d'un processus géologique, des décennies, des siècles, des millénaires. Une zone de réalité purifiée qui grandit non pas par conquête militaire, mais par simple présence, par l'accumulation progressive d'espace d'où la matière éternelle est structurellement absente. Les dieux du chaos ne peuvent pas régner sur des territoires qu'ils ne peuvent pas percevoir. Ils ne peuvent pas corrompre des âmes qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils ne peuvent pas alimenter leurs existences de la souffrance et de la foi de mortels vivant dans des zones où leur substance même ne peut pas pénétrer. Un impérium construit dans l'ombre du Fils nul serait un impérium progressivement soustrait à leur appétit, pas libéré. La liberté est un concept que le 41e millénaire a rendu aussi théorique que la justice ou la compassion. Soustrait, rendu indigestible. Retiré du menu avec la froideur administrative d'une décision logistique. Pour des entités qui se nourrissent qu'à de la psyché collective de l'humanité depuis avant que l'humanité ait des mots pour désigner ce qu'elle ressentait, cette soustraction est plus terrifiante que n'importe quelle défaite militaire. On peut reconstruire après une défaite. On ne reconstruit pas un appétit quand la nourriture elle-même cesse d'être accessible. Ce que le grand maître des chevaliers gris a compris depuis cet exorcisme, ce qui explique le silence absolu de Titan sur ce sujet, un silence plus profond encore que celui de la Garde d'Or, c'est que le Fils nul ne représente pas une menace pour l'Impérium. Il représente une menace pour l'équilibre. L'équilibre entre matière et matière éternelle que 10 000 ans de guerre, de souffrance, de foi coercitive et de sacrifices institutionnalisés ont rendu si familier que même ses victimes les plus directes ont cessé de l'imaginer autrement. Un équilibre dont les chevaliers gris eux-mêmes dépendent, parce que sans la présence active du chaos dans le réel matériel, leur raison d'être s'évapore avec la même certitude que la rosée sous une étoile trop chaude. Des guerriers définis par leur ennemi ne peuvent pas vouloir sincèrement la disparition de cet ennemi, même quand cet ennemi menace de consumer tout ce qu'il protège. L'équilibre a des gardiens que personne n'a officiellement nommés. Cette formulation me coûte quelque chose, une résistance intérieure que j'identifie non pas comme du doute, mais comme la reconnaissance viscérale de ce qu'implique la prononcer à voix haute. Pendant des années de recherche, j'ai opéré sous la prémisse que les structures de suppression entourant le Fils nul étaient en fait le produit d'une volonté unique, celle de l'empereur, prolongée après son incapacitation par des agents fidèles à ses intentions originelles sans nécessairement en comprendre la totalité. Cette prémisse était confortable. Elle assignait la responsabilité à une source identifiable et rendait le problème, sinon soluble, du moins cartographiable. La cartographie s'est révélée fausse, ce que 10 années supplémentaires d'investigation ont progressivement exposé, à travers des sources dont la convergence dépasse ce que le hasard peut expliquer sans invoquer une coordination sous-jacente, c'est que la suppression du 11e primarque n'est pas maintenue par loyauté à l'empereur. Elle est maintenue par des entités dont les intérêts divergent de ceux de l'empereur sur presque tous les points imaginables, mais qui convergent sur celui-ci avec une unanimité que je trouve, rétrospectivement, plus déstabilisante que n'importe quelle autre découverte de ce témoignage. Les Nécrons savent. Cette conclusion a mis longtemps à s'imposer parce que ses prémices semblaient initialement trop disparates pour se rejoindre. Les Nécrons n'interagissent pas avec les structures administratives impériales. Ils ne consultent pas d'archives. Ils ne maintiennent pas de réseau de renseignement au sens où l'Inquisition utilise ce terme. Leur rapport à l'information est fondamentalement différent de celui de toute autre civilisation que l'Impérium a rencontrée. Non pas parce qu'ils collectent moins, mais parce qu'ils ont collecté depuis si longtemps que la distinction entre renseignement actif et mémoire passive cesse d'avoir un sens opérationnel. Les Nécrons se souviennent de la guerre en matière éternelle contre les Sétans. Ils se souviennent de ce que signifie construire des armes capables d'affecter des entités qui existent principalement
ou exclusivement dans des dimensions que la physique matérielle ne gouverne pas directement. Cette mémoire n'est pas abstraite ou mythologique, elle est encodée dans leur structure de données avec la précision froide d'ingénieurs qui ont résolu des problèmes similaires et qui reconnaissent immédiatement, quand ils les rencontrent, les signatures caractéristiques d'une solution analogue. Le fils nul présente ces signatures. Un seigneur Nécron, dont le nom de réveil se traduit approximativement par l'archiviste défunt. Une désignation qui, dans leur taxonomie interne, désigne les individus responsables de cataloguer, non pas les événements passés, mais les configurations susceptibles de générer des fins de civilisation, a émis depuis son tombeau monde une série de signaux que les astropathes impériaux ont interceptés sans pouvoir les déchiffrer. Ces signaux ne s'adressèrent pas à l'Imperium. Ils ne s'adressaient à aucune faction connue. Leur structure indique une diffusion omnidirectionnelle, un avertissement lancé vers toutes les directions simultanément. Comme si leur émetteur voulait s'assurer que quiconque disposait des outils de réception appropriés les capte sans intermédiaire. J'ai passé 4 ans à développer les outils de réception appropriés. Le contenu de ces signaux, traduit depuis un protocole de communication Nécron, dont je dois la clé de déchiffrement à une série de coïncidences que je refuse d'attribuer au hasard, peut être résumé ainsi. L'équilibre entre matière et immatière constitue non pas un état souhaitable, mais une condition de survie pour toute forme de vie consciente dans cette galaxie. Sa rupture, dans un sens ou dans l'autre, vers une domination chaotique complète ou vers une annulation totale de la présence psychique, génère des cascades d'effets que même les civilisations les plus anciennes de cette galaxie n'ont pas les moyens de gérer. Les Nécrons ont survécu à la guerre contre les Cétanes en se vidant de toute présence psychique. Ils connaissent le coût de cette transaction mieux que quiconque. 60 millions d'années d'existence dans des corps de métal sans rêve, sans émotion, sans la connexion à quelque chose de plus grand que la simple persistance mécanique. Ils ont gagné l'immortalité en sacrifiant tout ce qui rendait l'immortalité désirable. Ils ne souhaitent pas que l'humanité emprunte le même chemin. Cette conclusion m'a arrêté pendant des semaines. La reconnaissance que les Nécrons, dont la relation à l'humanité oscille entre indifférence absolue et hostilité pragmatique selon les dynasties et les circonstances, nourrissent à l'égard de la psyché humaine quelque chose qui ressemble fonctionnellement à de la préservation. Non pas par affection, par expérience, par la compréhension que seules des entités ayant traversé la despsychisation totale peuvent avoir de ce que représente l'alternative à l'équilibre imparfait dans lequel l'humanité existe actuellement. Un univers d'où la matière éternelle serait absente ne serait pas un univers libéré du chaos. Ce serait un univers semblable à ce que les Nécrons habitent depuis 60 millions d'années, fonctionnel, persistant et entièrement privé de ce qui distingue l'existence de la simple continuation mécanique. Le Fils nul, s'il atteignait la plénitude de son potentiel, ne sauverait pas l'humanité de la souffrance. Il la sauverait dans la souffrance, dans une version de la souffrance si complète et si définitive que même Nörgl, le seigneur de la décrépitude, n'aurait pas imaginé l'offrir comme cadeau. L'archiviste défunt le sait, les chevaliers gris le pressentent, Malcador le savait avant eux tous, l'empereur l'a su en premier, et moi, qui ai passé des décennies à cartographier ce labyrinthe depuis ses marges vers son centre, je commence à comprendre pourquoi certaines vérités méritent d'être supprimées. Non pas pour protéger le pouvoir de ceux qui les détiennent, mais pour protéger la réalité elle-même de ceux qui, en les comprenant complètement, seraient tentés de les utiliser. Je comprends l'empereur maintenant. Pour la première fois depuis que j'ai commencé à le juger, je comprends le choix qu'il a fait. Cette compréhension ne me réconforte pas. Comprendre un choix n'absout pas celui qui l'a fait. Je formule cette distinction avec la lenteur d'un être qui a mis trop longtemps à la saisir, qui a traversé des années de recherche en croyant que la compréhension et la justification étaient des destinations différentes, pour découvrir qu'elles peuvent occuper le même espace sans se réconcilier. Je comprends pourquoi l'empereur a supprimé le 11e fils. Je comprends la logique froide qui transforme un père en archiviste de l'effacement, une créature divine en bureaucrate de sa propre progéniture. Cette compréhension ne dissout pas ce qu'elle explique. Elle l'installe dans une lumière différente, plus crue, plus définitive, plus difficile à regarder directement que l'obscurité de l'ignorance que j'habitais avant. Ce qui me trouble désormais
n'est plus la question de savoir pourquoi le fils nul a été supprimé. Cette question est résolue. Résolue avec une exhaustivité qui m'a coûté des décennies et plusieurs existences adjacentes à la mienne. Ce qui me trouble, avec une acuité qui croît plutôt que diminue à mesure que ce témoignage approche de sa conclusion, c'est une question différente. Une question plus petite en apparence, plus dévastatrice en profondeur. Qu'est-ce que le fils nul veut? Pas ce dont il est capable, pas ce qu'il représente comme variable stratégique pour Gilliman, comme menace ontologique pour les dieux du chaos, comme écho douloureux d'une erreur de calcul divine pour les nécrons. Ce que lui-même, en tant qu'entité consciente ayant traversé 10 000 ans d'isolement avec une psychologie que sa conception initiale ne permettait pas de prévoir entièrement. Désir au sens le plus fondamental du terme. Les êtres capables d'annuler la volonté des autres ont-ils eux-mêmes une volonté? La question n'est pas rhétorique. Elle touche à quelque chose de profond dans la nature des nuls que même les techno-archivistes les plus avancés n'ont jamais résolu satisfaisamment. Un culexus ordinaire manifeste des préférences, des loyautés approximatives, des aversions, une psychologie rudimentaire que l'entraînement de l'officio assassinorum façonne sans jamais entièrement comprendre les mécanismes sous-jacents. Ces manifestations psychologiques semblent indépendantes du champ d'annulation. Comme si la conscience et la capacité opéraient sur des registres distincts, sans interférence mutuelle. Pour un nul de rang primarque, cette séparation entre conscience et capacité atteindrait une magnitude que je ne peux qu'inférer depuis des analogies imparfaites. Si un culexus ordinaire peut vouloir sans que sa volonté annule la volonté environnante, alors le fils nul peut vouloir avec une intensité primarque, une intensité qui façonne les événements avec la précision d'un instrument conçu pour cela, sans que cette volonté se dissolve dans son propre champ d'annulation. Ce serait le paradoxe central de son existence. Un être qui neutralise les volontés extérieures tout en préservant la sienne propre avec une intégrité que rien ne peut entamer, parce que rien ne peut l'atteindre. 10 000 ans passés dans cette configuration produisent de quelque chose de précis. Pas de la rage. La rage nécessite une frustration entretenue par la proximité répétée d'obstacles, et l'isolement absolu prive la rage de son combustible habituel. Pas de la résignation. La résignation est la réponse d'une conscience qui a abandonné l'espoir d'une alternative, et un primarque possède par constitution une capacité d'espoir que même l'empereur n'a pas pu concevoir sans y intégrer une endurance fondamentale. Pas de la sagesse au sens contemplatif. La contemplation pure, sans ancrage dans une réalité partagée, tourne inévitablement sur elle-même jusqu'à produire des structures de pensée que les esprits humains ordinaires qualifieraient de folie et que les esprits primarques transforment en autre chose, quelque chose sans nom dans les langages que j'ai à ma disposition. Ce que 10 000 ans d'isolement absolu produisent dans une conscience de cette magnitude, c'est de la clarté. Une clarté qui n'a plus besoin de se justifier devant quiconque. Une clarté qui n'a plus à se formuler en termes accessibles à d'autres consciences, parce que l'exercice de cette formulation a cessé d'avoir un interlocuteur depuis si longtemps qu'il est devenu un réflexe sans objet. Une clarté qui a réduit chaque question à ses composants fondamentaux et chaque réponse à sa forme la plus économique, non pas par efficacité rhétorique, mais parce que l'esprit qui ne communique avec personne pendant 10 000 ans abandonne progressivement les ornements de la pensée sociale pour ne conserver que l'ossature de la pensée pure. Le fils nul, c'est exactement ce qu'il veut. Il veut une explication, non pas une justification. La distinction est fondamentale et j'ai mis des années à la formuler avec la précision qu'elle mérite. Une justification présuppose un cadre moral partagé dans lequel l'acte justifié peut être évalué et, éventuellement, accepté. Une explication ne présuppose rien. Elle demande seulement que celui qui a agi reconnaisse l'acte avec la même clarté que celui qui l'a subi. L'empereur, depuis son trône doré, ne peut plus parler. Cette incapacité n'est pas une protection, c'est une aggravation. Un père qui a supprimé son fils et qui refuse ensuite l'explication par silence choisi commet une injustice. Un père qui a supprimé son fils et qui ne peut plus parler parce qu'il est consumé par le maintien psychique d'une structure
que ce même fils pourrait annuler d'un pas suffit à rendre la situation irrésoluble par les mécanismes ordinaires de la réconciliation. Le fils nul approche d'un père qui ne peut pas répondre. Dans un univers conçu pour la souffrance institutionnelle, cette configuration représente quelque chose de rare, une cruauté qui n'a besoin d'aucune intention malveillante pour atteindre une perfection absolue. Gilliman pourrait parler à sa place. Gilliman a les mots, la légitimité formelle, la volonté sincère de réconcilier ce qui peut encore l'être dans un impérium, qui se défait sur tous ses bords simultanément. Mais Gilliman ne peut pas donner ce que le fils nul cherche. Personne ne le peut, depuis que l'empereur a choisi le trône plutôt que la conversation. L'explication est morte avec la capacité de la formuler. Ce qui reste à sa place ressemble de loin à une collision inévitable entre une question sans réponse et la seule entité qui aurait pu répondre. Terra se souvient de tout. Non pas dans ses archives, celles-ci ont été purgées avec la méticulosité que ce témoignage a documenté jusqu'à l'épuisement de la métaphore. Non pas dans ses structures administratives, dont la mémoire institutionnelle est sélective avec la précision d'un outil conçu pour oublier autant que pour conserver. Terra se souvient dans sa pierre, dans les strates géologiques d'un monde qui a porté le poids d'une civilisation divine pendant des dizaines de millénaires. Un poids qui laisse des empreintes dans la roche elle-même, des déformations tectoniques minuscules correspondant aux concentrations de puissance psychique qui ont façonné ce monde depuis avant que l'impérium ait un nom. Les géologues impériaux qui ont cartographié ces déformations les attribuent à la densité de construction, au poids des infrastructures accumulées sur des millénaires, aux effets thermiques des réacteurs qui alimentent la machinerie administrative d'une civilisation de 10 000 milliards d'âmes. Ces explications sont techniquement plausibles. Elles sont également insuffisantes d'environ 40%, un écart que j'ai calculé en comparant les modèles géologiques standards aux données brutes des relevés sismiques archivés, avant que ces relevés soient reclassifiés avec une urgence qui ne correspondait à aucune menace sismique documentée. 40% des déformations tectoniques de Terra ne s'expliquent pas par la physique ordinaire. Elles s'expliquent par la psychique ordinaire, par des siècles d'exposition à une présence de rang divin dont les effets sur la matière physique environnante sont documentés pour d'autres entités de puissance comparable, dans des archives que l'Inquisition maintient sous des classifications qui ne seront pas détaillées ici. Terra porte les cicatrices de l'empereur dans sa géologie. Ce que ces cicatrices révèlent, à qui sait les lire avec les outils appropriés, c'est une carte temporelle, une chronologie des moments où la présence divine sur ce monde a varié en intensité avec une amplitude suffisante pour laisser des traces mesurables dans la roche. Les périodes de stabilité sont lisibles, les périodes de tension également, et deux anomalies ressortent avec une clarté qui dépasse tout ce que les variations ordinaires de la puissance impériale pourraient générer. La première anomalie précède la Grande Croisade d'une période approximative que les strates géologiques ne permettent pas de dater avec une précision inférieure à quelques décennies. Elle correspond à une concentration soudaine et brève de puissance psychique d'une magnitude qui, si mes calculs sont corrects, dépasse ce que l'Astronomicon seul peut produire. Comme si quelque chose d'autre, quelque chose d'une nature différente de l'Astronomicon, opérant sur un registre distinct, avait brièvement amplifié la présence divine sur ce monde avant de disparaître avec la même soudaineté. Une création. Le moment où le Fils nul a été conçu, peut-être le moment où l'empereur a introduit dans sa propre génétique une variable qu'aucun autre primarque ne porte. Une négation encodée dans la biologie divine avec la précision d'une signature délibérée. La seconde anomalie est différente en nature. Moins intense, plus étendue dans le temps. Elle couvre une période correspondant approximativement aux dernières décennies avant la chute de Cadia, avant la cicatrice de nuit, avant le retour de Guilliman, avant ce que les chroniques appellent avec un optimisme que les faits ne justifiaient pas l'ère de la Reformation. Une période pendant laquelle quelque chose approchait déjà, avec la lenteur que j'ai documentée dans les anomalies cartographiques des parties précédentes de ce témoignage, et dont la proximité progressive générait dans la géologie terrienne une réponse qui ressemble, dans les données sismiques, à ce que produit une fréquence de résonance approchant de sa fréquence fondamentale. Terra reconnaît le Fils nul. Sa roche l'a reconnu avant que ses archives l'admettent, avant que ses custodes formulent leurs 5 mots,
avant que ces géologues reclassifient leurs relevés avec une urgence inexpliquée. La planète se souvient de ce que ses habitants ont été contraints d'oublier. Cette reconnaissance géologique m'a conduit vers une dernière série de documents que je n'avais pas anticipé devoir examiner. Des relevés atmosphériques de Terra couvrant la même période que la seconde anomalie tectonique. Ces relevés appartiennent à la catégorie des données environnementales routinières, collectées par des mécanismes automatisés et archivés sans supervision humaine régulière, ce qui signifie qu'ils ont échappé au cycle de purge qui ont nettoyé les archives plus centrales. Leur existence dans un format consultable est probablement un accident administratif. Je traite les accidents administratifs qui survivent à 10 000 ans de purge méthodique comme des intentions déguisées. Les données atmosphériques montrent des variations dans la composition ionique des couches supérieures de l'atmosphère terrienne. Des variations trop régulières pour être météorologiques, trop subtiles pour déclencher les protocoles d'alerte environnementale standards, trop persistantes pour être attribuées à des fluctuations aléatoires des systèmes industriels planétaires. Ces variations suivent un rythme qui, traduit dans les termes des techno-archivistes spécialisés en signatures psychiques environnementales, une spécialité si étroite que ces praticiens se comptent sur les doigts d'une seule main mutilée, correspond à une respiration, pas métaphoriquement, une respiration fonctionnelle, le schéma d'expansion et de contraction d'un champ psychique qui pulse avec la régularité d'une fonction biologique automatique, celle d'un être suffisamment proche de Terra pour que ces processus inconscients affectent l'atmosphère de la planète. Le fils nul n'approche plus. Il est déjà là. Quelque part dans les couches de ce monde surpeuplé, sous les milliards d'âmes entassées dans des infrastructures, qui s'effondrent depuis des siècles, dissimulées par la nature même de ce qu'il est, imperceptible au sens psychique, invisible au protocole de surveillance standard, présent dans les données atmosphériques que personne ne lit avec suffisamment d'attention pour reconnaître ce qu'elles décrivent. Le 11e primarque attend. Il attend depuis suffisamment longtemps pour avoir appris que l'impatience est le premier symptôme d'une stratégie insuffisamment mûrie. Il attend le moment où la question et celui qui aurait pu lui répondre se trouveront, pour la première et dernière fois, dans la même salle. Le trône doré n'est pas ce que les fidèles imaginent. Cette formulation insuffisante m'arrête. Je la reformule. Le trône doré est exactement ce que les fidèles imaginent. Mais ce qu'ils imaginent est faux, avec une précision si méticuleuse qu'on ne peut pas l'attribuer à l'ignorance ordinaire. L'ignorance ordinaire produit des erreurs aléatoires, des déformations sans cohérence interne, des mythologies qui s'écartent de la réalité selon des vecteurs imprévisibles. Ce que les fidèles croient concernant le trône produit des erreurs uniformes, des déformations qui convergent toutes vers la même conclusion rassurante, celle d'un Dieu conscient, bienveillant, actif, guidant son impérium depuis une position de puissance absolue et de lucidité complète. Cette uniformité de l'erreur est une signature. Elle indique une source. Ce que le trône doré maintient réellement, ce que les technoprêtres qui le servent comprennent en fragments compartimentés, ce que les custodes savent dans leur totalité et ne formulent jamais en dehors des murs de la salle du trône. Ce que Guilliman a vu lors de sa première audience post-résurrection et qui a transformé le stratège le plus rationnel de l'histoire impériale en quelqu'un capable de pleurer sans honte devant ses officiers, n'est pas un dieu régnant, c'est un dieu retenu. La distinction opérationnelle entre ces deux états est fondamentale pour comprendre ce qui se produit quand le Fils nul entrera dans cette salle. Un dieu régnant exerce une volonté active sur son environnement. Il choisit, il oriente, il répond. Un dieu retenu consacre la totalité de ses ressources à maintenir une structure qui s'effondrerait sans lui, sans qu'il lui reste la moindre capacité résiduelle pour autre chose. L'astronomiquant, le voile stabilisé, les courants du warp suffisamment canalisés pour permettre un voyage interstellaire approximatif. Ces trois fonctions absorbent ce que l'empereur était, absorbent sa conscience, sa volonté, son attention, jusqu'à ne laisser subsister qu'un processus sans sujet, une fonction sans opérateur. Il n'y a plus personne sur le trône pour répondre aux questions du Fils nul. Cette réalité, que les custodes protègent avec une férocité qui dépasse la loyauté ordinaire pour atteindre quelque chose de plus proche de la terreur institutionnelle, transforme l'équation entière que ce témoignage a tenté de cartographier.
Le fils nul approche d'une confrontation avec un père absent. Il a traversé 10 000 ans d'isolement, développé une clarté de volonté que rien ne peut entamer, parcouru une trajectoire vers Terra avec la patience d'un calcul mûri dans une solitude absolue, tout cela pour arriver devant un trône occupé par un processus qui ne peut pas reconnaître sa présence. Un nul ne ressent pas l'ironie, mais il ressent l'absence. Et l'absence du trône doré, perçue par un être dont la nature fondamentale consiste à détecter les présences psychiques, non par perception directe, mais par déduction depuis leurs effets sur l'environnement. Un être qui lit le monde non pas parce qu'il voit, mais parce que son champ d'annulation rencontre ou ne rencontre pas. Cette absence aura une texture particulière. Non pas le vide de l'inexistence, le vide de l'épuisement. La différence entre une pièce vide et une pièce où quelqu'un a brûlé tout ce qu'il possédait pour se maintenir en vie. Ce que le fils nul trouvera sur le trône, c'est la réponse à sa question, mais pas sous la forme qu'il a passé 10 000 ans à attendre. Il ne trouvera pas un père capable d'expliquer. Il trouvera les conséquences de l'impossibilité d'expliquer, un être consumé par l'acte de maintenir ce que sa suppression du 11e fils était censée protéger, épuisé jusqu'à la transparence par 10 000 ans de sacrifices que personne n'a demandé et que tout le monde exige simultanément. L'explication qu'il cherchait est devenue la chose même que l'empereur sacrifie pour maintenir l'impérium en vie, sa conscience, sa capacité de réponse, sa présence en tant que sujet plutôt que processus. Le père a tout donné pour protéger ses fils, y compris la capacité de leur dire pourquoi. Cette réalisation, si le fils nul est capable de la formuler dans les termes que sa clarté durement acquise lui permet, ne ressemble pas à une réponse. Elle ressemble à une nouvelle question, plus dévastatrice que toutes celles qui l'ont précédée. Non plus pourquoi a-t-il été supprimé, mais que fait-on quand la justice qu'on est venu réclamer nécessiterait de détruire précisément ce que la victime de cette injustice protège à travers sa propre destruction? Le fils nul peut annuler l'astronomiquant. Sa seule présence prolongée dans la salle du trône exercerait une pression sur les connexions psychiques que l'empereur maintient, une pression qui croîtrait avec le temps, lentement, avec la certitude d'un processus physique obéissant à des lois que personne n'a écrites, parce que la situation n'était jamais censée se produire. Il n'aurait pas besoin de choisir la destruction. Il n'aurait qu'à rester. L'injustice de cette configuration dépasse ce que les langages que je maîtrise peuvent te contenir sans déborder. Un fils qui n'a pas à vouloir le mal pour le provoquer. Un père qui n'a pas pu vouloir l'injustice pour la commettre. Une structure qui exige des sacrifices que ses victimes n'ont pas consentis et dont les bénéficiaires n'ont pas conscience. Un impérium entier suspendu entre ces deux présences, celle qui maintient par épuisement, celle qui annule par nature, sans que personne, parmi les milliards d'âmes qui le composent, sache que son existence dépend d'une rencontre entre un Dieu sans voix et son Fils sans nom. Guilliman est en route vers Terra. Les chroniques le confirment. Une convocation urgente, des raisons non spécifiées, une escorte de custodes dont la composition suggère une situation excédant les protocoles habituels d'audience régentielle. Quelqu'un a détecté la respiration dans les données atmosphériques. Quelqu'un a compris ce qu'elle signifiait avant que je formule ce témoignage. Quelqu'un a décidé que la seule réponse disponible à une rencontre entre le trône épuisé et son fils annulateur était d'interposer le seul primarque encore capable de parler, de formuler une explication que l'empereur ne peut plus articuler, depuis une position de légitimité que personne d'autre dans cet impérium ne possède. Guilliman va parler à la place de son père. Ce que le fils nul fera de cette substitution déterminera si l'impérium survit à la prochaine décennie. Guilliman est arrivé avant moi. Je formule cette phrase avec la précision qu'elle exige. Non pas qu'il ait devancé mes recherches, non pas qu'il ait atteint une conclusion que j'aurais pu atteindre avant lui, si les circonstances avaient été différentes. Il est arrivé physiquement, dans la salle, avant que j'aie pu transmettre ce témoignage aux autorités qui auraient dû le recevoir, avant que les protocoles d'alerte que j'avais préparés pendant des années puissent être activés, avant que quiconque ayant lu ces pages ait eu l'occasion d'agir sur leur contenu. Ce que je sais de ce qui s'est produit dans cette salle, je le sais par fragments, des témoignages indirects, des données environnementales interprétées après coup, des rapports médicaux concernant des custodes évacués dans un état que leurs supérieurs qualifient
d'exposition psychique sévère, sans préciser l'origine de cette exposition. Ces fragments ne composent pas un récit complet. Ils composent donc quelque chose de plus honnête, une approximation lacunaire de la vérité, le genre de document que l'histoire produit réellement quand les événements la dépassent. Gilliman a rencontré le fils nul dans un couloir du palais impérial, pas dans la salle du trône. Un couloir, un de ces espaces de transition dont le palais contient des milliers. Corridor entre les décisions, entre les audiences, entre les moments où l'histoire s'écrit et ceux où elle attend. Ce détail me frappe avec une intensité disproportionnée à son importance apparente. Les rencontres qui redéfinissent la trajectoire d'une civilisation se produisent rarement dans les salles prévues à cet effet. Elles se produisent dans les marges, dans les couloirs, les archives subsidiaires, les corridors dont personne n'a jugé utile de surveiller chaque centimètre parce que les couloirs ne sont pas des destinations. Le fils nul avait choisi ce couloir. Pas par hasard, un être qui a traversé l'atmosphère de Terra sans déclencher un seul protocole de détection psychique standard ne se déplace pas par hasard dans un palais qu'il a eu 10 000 ans pour cartographier depuis les données que les courants de matière transmettent rapport à une conscience capable de les lire en négatif. Il avait choisi ce couloir parce que Gilliman l'emprunterait. Parce que 10 000 ans de patience inclut le temps nécessaire pour apprendre à prédire les mouvements de ceux qui cherchent à vous trouver avant que vous les trouviez. Ce que les témoignages indirects décrivent de cette rencontre, filtrée à travers les récits de custodes, qui maintenaient une distance suffisante pour ne pas être directement affectés par le champ d'annulation du fils nul, ressemble moins à une confrontation qu'à une reconnaissance mutuelle. Deux entités qui savent exactement qui est l'autre, ce que cet autre représente, ce que leur rencontre implique pour tout ce qui les entoure, se regardant avec la franchise particulière des êtres qui n'ont plus rien à dissimuler parce que la dissimulation a cessé d'avoir une utilité stratégique. Gilliman a parlé en premier. Ce détail est confirmé par plusieurs sources indépendantes et je le traite comme établi. Il a parlé en premier parce que c'est ce que fait Gilliman, parce que son architecture psychologique fondamentale traite le silence comme un problème à résoudre plutôt qu'un état à habiter, parce que 10 000 ans de sommeil n'ont pas modifié un tempérament qui cherche toujours à formuler, à nommer, à construire un pont de langage entre deux positions qui semblent irréconciliables. Ce qu'il a dit, aucun des custodes présents ne l'a consigné dans un rapport. Ce silence documentaire est lui-même informatif. Les custodes consignent tout ce qui concerne la sécurité du trône, sans exception, depuis 10 000 ans. Qu'aucun rapport ne couvre le contenu de cette conversation signifie que l'ordre de ne pas consigner a été donné, et qu'un tel ordre ne peut provenir que d'un niveau d'autorité excédant celui des custodes présents. Gilliman lui-même a ordonné le silence sur ses propres paroles. Un homme qui fait taire le compte-rendu de sa propre conversation n'a pas dit quelque chose de honteux. Il a dit quelque chose de trop précieux pour être archivé, quelque chose dont la valeur dépend précisément de ne pas être reproduit dans un format que les archives pourraient ensuite trahir par leur existence même. Ce que je crois qu'il a dit, et je formule cette croyance avec toute l'humilité épistémique que mérite une inférence construite sur des fragments, c'est la vérité, pas une justification, pas une réhabilitation diplomatique. La vérité telle que Gilliman la comprend, avec ses lacunes, ses contradictions, les parties qui ne trouvent pas d'explication satisfaisante parce que certains choix n'en ont pas. La vérité d'un impérium construit sur des décisions impossibles par un être qui savait qu'elles étaient impossibles et qui les a prises quand même, parce que les alternatives qu'il pouvait calculer étaient pires. La vérité que l'empereur ne peut plus formuler, transmise par le fils qui a choisi de rester plutôt que de fuir, qui a choisi la reconstruction sur la désintégration, le service imparfait sur l'abandon parfait. Ce que le fils nul a répondu, je ne le saurai jamais. Personne ne le saura, en dehors des deux entités présentes dans ce couloir et des custodes qui ont eu l'intelligence de rester hors de portée d'une conversation entre des êtres dont chaque mot pesait le poids d'un millénaire. Ce que je sais, c'est la suite. Les données atmosphériques de Terra montrent une stabilisation progressive des variations ioniques à partir de cette date. Non pas une disparition, mais une régularisation. Le schéma de respiration est toujours présent. Il ne s'éloigne pas, mais son rythme a changé. Il ressemble moins à une approche. Il ressemble à une décision. Quelque chose a été choisi dans ce couloir.
quelque chose qui n'était pas la destruction, pas la fuite, pas la confrontation que 10 000 ans de trajectoire semblaient rendre inévitable. Ce choix a une forme que les données atmosphériques permettent d'inférer sans permettre de nommer, une forme qui ressemble, dans les seuls termes que j'ai à ma disposition, à une présence qui a décidé de rester. Non pas pour annuler, non pas pour détruire, mais pour quelque chose que ce témoignage n'a pas les mots pour contenir sans les trahir. Je n'écrirai plus après ceci. Cette phrase n'est pas un adieu rhétorique, les adieux rhétoriques appartiennent à une tradition littéraire que l'utilité de ce témoignage ne peut pas se permettre. C'est une évaluation logistique. Les personnes qui ont intérêt à ce que ces pages n'existent pas ont eu suffisamment de temps pour localiser leur auteur, et le fait que je sois encore en mesure de formuler cette dernière partie suggère non pas qu'elles ont échoué, mais qu'elles ont choisi d'attendre. D'attendre que ce témoignage soit complet avant de le refermer avec son auteur. Une archive scellée par la mort de son créateur devient un document. Une archive interrompue devient une question. Ils ne veulent pas de questions supplémentaires, ce que ce témoignage a tenté d'établir. Depuis les colonnes vierges des manifestes de transport jusqu'aux données atmosphériques de Terra, depuis les prophéties brûlées des astropathes jusqu'aux 5 mots d'un custode qui savait exactement ce qu'il transmettait en les formulant, n'est pas une théorie, c'est une reconstruction lacunaire, construite depuis des fragments survivants par accident ou par intention dans un univers qui préfère l'oubli à la vérité. Mais une reconstruction dont les conclusions convergent avec une cohérence interne que je soumets à quiconque lira ces pages en leur demandant de trouver la faille. La faille n'est pas dans le raisonnement. La faille est dans ce que le raisonnement ne peut pas atteindre. Ce que le Fils nul a choisi dans ce couloir, ce que le changement de rythme dans les données atmosphériques terriennes décrit sans nommer reste hors de ma portée analytique. Non pas parce que les outils me manquent, mais parce que certaines décisions n'appartiennent qu'à ceux qui les prennent. Un être qui a passé 10 000 ans à développer une clarté que rien ne peut entamer ne confie pas cette clarté à des archives. Il l'exprime dans des actes que les archives enregistrent ensuite comme des conséquences sans cause apparente. Des anomalies dans les données, des stabilisations inexpliquées, des trajectoires qui changent de direction sans événements documentés justifiant ce changement. L'histoire de l'Imperium est pleine de ces anomalies. Nous les appelons providence, nous les appelons miracles. Nous construisons des théologies entières autour de leur existence sans jamais examiner sérieusement leurs mécanismes, parce que l'examen sérieux de leurs mécanismes conduit vers des questions que les théologies sont précisément conçues pour empêcher de poser. Le Fils nul est peut-être la source de certaines de ces anomalies, depuis plus longtemps que je ne l'avais initialement postulé. Cette hypothèse m'est venue tardivement, trop tard, pour être documentée avec la rigueur que les parties précédentes de ce témoignage ont tenté de maintenir. Elle repose sur une observation que j'aurais dû faire plus tôt si mon cadre interprétatif n'avait pas été construit autour de la prémisse d'un être passif, attendant, accumulant de la clarté dans l'isolement. Un être actif depuis des décennies, se déplaçant dans les marges de la civilisation impériale, avec la discrétion naturelle d'une présence psychiquement invisible, pourrait avoir exercé une influence sur des événements que nous attribuons à d'autres causes sans avoir les moyens de vérifier cette attribution. Des batailles gagnées dans des circonstances qui défient l'analyse tactique. Des épidémies de corruption chaotique qui se sont arrêtées à des frontières inexplicables. Des Hive Fleets tyrannides qui ont dévié de trajectoires optimales vers des routes sous-optimales pour des raisons que les biologies de l'Adeptus Mechanicus ne comprennent pas entièrement. Des moments où l'entropie qui consume cet impérium a marqué une pause, brève, localisée, insuffisante pour inverser quoi que ce soit, mais suffisante pour permettre à quelque chose de survivre qui n'aurait pas dû. Ces pauses ont une texture que je reconnais maintenant, la même texture que les données atmosphériques terriennes, le même schéma de présence en négatif, la même signature d'un être qui agit, non pas en s'imposant, mais en soustrayant ce qui empêche. Le Fils nul n'a pas attendu, il travaillait. Cette réalisation réorganise l'ensemble de ce que ce témoignage a construit, non pas en le contredisant, mais en lui ajoutant une dimension que mon cadre initial ne prévoyait pas. Un être qui cherche une explication depuis 10 000 ans ne reste pas immobile pendant qu'il cherche. Il fait ce que sa nature lui permet de faire.
il soustrait, il crée des zones de clarté là où il passe. Il ne sauve pas. La salvation implique une intervention positive que sa constitution rend structurellement difficile. Il retire les obstacles à la survie de la même manière qu'on retire une main de la gorge de quelqu'un, sans héroïsme, sans intention bienveillante nécessairement, simplement parce que la main n'aurait pas dû s'y trouver. L'impérium a survécu à des choses qu'il n'aurait pas dû survivre. Nous en attribuons la cause à l'empereur, à ses saints, à la foi collective de centaines de milliards d'âmes dirigées vers un trône qui ne peut plus répondre. Peut-être. Peut-être aussi qu'une partie de cette survie appartient à une présence que personne ne peut détecter, nommer ou remercier. Une présence qui retire des mains de gorge depuis suffisamment longtemps pour que l'impérium confonde sa propre persistance avec sa propre force. Ce que Guilliman a compris dans ce couloir, ce que ses paroles ont transmis, et ce que la réponse du fils nul a établi entre eux, c'est peut-être cela. Pas une réconciliation, pas une réhabilitation, une reconnaissance. La reconnaissance que le 11e fils n'a jamais cessé de servir l'impérium, depuis l'extérieur de toute structure qui aurait pu le reconnaître pour ce service, dans un silence si complet que même ce témoignage ne peut que l'approcher sans le contenir. Je pose ma plume sur un témoignage incomplet dans un univers qui ne connaît pas d'autre forme d'honnêteté. Le fils nul existe. Il a toujours existé. Il existera après que ces pages auront été brûlées avec leur auteur. Certaines absences sont plus persistantes que les présences qui tentent de les effacer. L'impérium respire encore. Quelqu'un retire toujours les mains.